Merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme chaque matin, vous le savez, nous faisons le point de l'actualité israélienne, une édition qui est largement consacrée. Et ce matin, notre invité, nous sommes ravis de le retrouver. C'est Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Et bonne année à vous. Ça fait des semaines qu'on ne s'est pas parlé, Denis, mais je vous souhaite une excellente année. Merci à vous et à toute l'équipe. Merci beaucoup, Denis. Alors avec vous, bien sûr, on va aborder l'actualité israélienne, l'actualité politique, mais d'abord, ce qui fait la une ce matin, c'est cette élimination ciblée d'un chef du Hamas au Liban, dans la banlieue sud de Beyrouth. On est rentré là véritablement pour Israël dans une nouvelle phase. Qu'est-ce qui va changer avec cette élimination, Denis ? C'est-à-dire que c'est le premier signal donné par Israël pour l'élimination des leaders du Hamas. On en avait parlé, ça avait été déjà déclaré. On avait dit qu'on les irait les chercher à Dubaï. On n'avait pas précisé Beyrouth, et c'est à Beyrouth qu'Israël a frappé. Et voilà, cela veut dire qu'Israël pourrait s'orienter vers l'élimination des chefs, puisque c'est peut-être ça qui conduirait à cet effondrement du Hamas, qui est, je le rappelle, l'objectif principal de cette opération menée depuis au lendemain du 7 octobre. Et oui, le Hamas qui a réagi par ailleurs en annonçant que toutes les négociations sur les otages seraient suspendues. La guerre qui s'enlise, Denis, comment vous la voyez évoluer, vous, cette guerre, ce 89e jour de guerre maintenant ? Écoutez, je pense qu'il y a les deux paramètres qui font, on va dire, problème pour les États-Unis et peut-être pour l'Union européenne, c'est le temps que cela prend et le nombre de victimes civiles. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que, en tout cas c'est ma prévision, c'est que Israël va réclamer donc plus de temps pour la mener et peut-être réduire la voilure ou l'intensité des bombardements, ceci pour obtenir ce crédit dont elle a besoin, puisque bien sûr on se rend bien compte tous ici en Israël que 3 mois n'ont pas été suffisants pour réaliser cet objectif. On ne s'interroge pas encore ici en Israël si cet objectif est possible. On le considère bien sûr comme souhaitable, mais on le considère toujours comme possible. Israël devrait être capable, elle a besoin de temps, et je pense qu'il va y avoir une sorte, encore une fois, d'échange entre donnez-nous du temps, mais nous allons réduire, je dirais, l'intensité des bombardements visant les civils, puisqu'on se rend bien compte au final que les combats, ils ont lieu sous terre. C'est là que se trouvent les militants du Hamas. Ils ne se trouvent pas sur la terre, mais dans les tunnels. Et donc, cela demande, encore une fois, beaucoup plus de temps pour mener une guerre, je dirais, assez unique, dans l'histoire de l'humanité. Mais voilà, en essayant de tenir compte de cette exigence qui sera présentée par les Américains pour pouvoir bénéficier du temps nécessaire et continuer, poursuivre cette opération. Denis Charbit, bonjour. C'est Eva Soto. Je voulais vous demander, cette frappe a été très ciblée, contrairement effectivement à ce que vous avez dit, ce qui se passe dans la bande de Gaza. C'est un fort contraste, une frappe très ciblée où il n'y a que 6 morts, principalement des responsables du Hamas. Est-ce que ça aussi, c'est un message d'Israël, non seulement au Hamas, mais aussi à la communauté internationale, dans le sens de ce que vous venez de dire? Oui, encore une fois, on essaye de raisonner sur l'équation suivante. Qu'est-ce qui va pouvoir précipiter l'éradication du Hamas? D'après vous, ce qui est fait, excusez-moi, d'après vous, ce qui est fait dans la bande de Gaza, ça ne peut pas précipiter l'éradication du Hamas? Je suis pas certain, je ne sais pas quel était le degré d'intervention de ce leader en question qui se trouvait à Beyrouth sur la conduite des opérations. Il me semble que ça reste toujours Sinwar et Dev qui sont les chefs de l'opération militaire. L'idée étant en tout cas de dire personne n'est à l'abri et en tout cas pas les leaders, et on les trouvera là où ils sont. De ce point de vue-là, on rentre dans une logique qui était assez qui n'est pas nouvelle, si ce n'est qu'à la surprise, parce qu'on n'avait pas eu ça depuis pratiquement le début de l'opération. En général, les chefs qui ont été éliminés étaient ceux qui étaient sur le terrain et menaient le combat. Alors, Eva, on a
on n'a que 5 minutes. On va essayer de parler aussi de l'actualité politique en Israël, puisque c'est important. En invalidant, Denis, en pleine guerre à Gaza, la mesure phare de la refonte judiciaire portée par la très à droite gouvernement israélien maintenant, la plus haute juridiction de l'État hébreu, a rendu ce que dit le quotidien Haaretz, un grand service à la société. Société qui reste néanmoins très divisée et qui fragilise surtout le Premier ministre. Alors, vous avez évidemment suivi ce dossier. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que ça fragilise vraiment Benjamin Netanyahou? Non, je crois pas. Très sincèrement, bien sûr que c'est pas ce qu'il aurait souhaité. Hein. Il aurait préféré que ce soit exactement le contraire, non pas 8 pour et 7 contre, mais l'inverse. Bien sûr que ça ne fait. Il y a un côté, il faut bien le dire, hein, pour les Israéliens, il y a un côté un petit peu anachronique. On nous a plongé pendant quelques heures, et d'ailleurs les médias ne sont pas tellement appesantis là-dessus. Bien sûr qu'on l'a commenté, on a fait venir le président de la commission des lois pour donner sa réaction, une ancienne ministre de la Justice, des anciens juges de la Cour suprême. On a commenté l'événement, mais finalement, je veux dire, la même chose au mois d'août ou à la veille du 7 octobre, vous auriez eu des manifestations monstres pour applaudir, pour dire la démocratie est sauvée. Les leaders des protestations ont bien sûr exprimé leur satisfaction, mais une satisfaction retenue parce que voilà, on est bien conscient que ça a lieu, que le seul événement qui compte aujourd'hui pour les Israéliens, c'est effectivement la guerre, les otages. Voilà, c'est ça qui aujourd'hui préoccupe principalement les Israéliens. En même temps, les institutions doivent continuer leur travail. Et quel que soit le résultat, encore une fois, ça aurait pu être 8 pour maintenir la loi, et là, c'est effectivement le contraire, c'est 8 pour abolir la loi. Mais voilà, c'était une sorte de... Alors, il faut bien comprendre, la Cour suprême l'a fait parce que quelques jours auparavant, il s'était passé quelque chose, je dirais, c'est grave, en tout cas dans l'institution judiciaire, c'est qu'il y a eu des fuites concernant les avis des juges des uns et des autres. Et ça a été considéré comme une pression, la divulgation de ce scoop a été considérée comme une pression pour voilà, que au moins un ou deux juges changent d'avis et fassent que le résultat soit complètement différent. Cette pression n'a pas marché, et la Cour suprême a estimé devoir le publier immédiatement pour dire que c'est pas parce qu'il y a une fuite que cela va changer l'avis de tel ou tel juge. Je pense que ce qu'il faut aussi retenir, parce que c'est pas un événement politique, c'est un événement judiciaire. Et je crois que la deuxième décision, peut-être la plus importante de la Cour suprême, c'est que, et là ils sont 12/15 à le penser, donc là c'est vraiment la majorité écrasante des 15 juges qui ont été sommés de donner leur avis, c'est que désormais, le cas fait jurisprudence, on estime que, la Cour suprême estime que elle peut annuler des lois constitutionnelles. Jusqu'à présent, on en a beaucoup parlé, mais ça remonte à quelques mois, la Cour suprême annulait des lois ordinaires, pas des lois fondamentales, pas des lois constitutionnelles. Et là, elle a estimé que c'était obligatoire. Alors pourquoi elle l'a fait? Je le dis en très rapidement, en une minute. Elle l'a fait parce qu'il y avait deux avis, en gros. Il y avait ceux qui disaient, est-ce que cette loi qui a été annulée véritablement mettait en danger la démocratie, ou bien ce n'était que la première loi d'un ensemble qui serait venu ensuite? C'était ça, à l'époque, le débat. Les juges ont tranché. 7 pensent que cette loi ne met pas en danger la démocratie, et les 8 autres ont pensé que peut-être en tant que telle, elle ne met pas en danger la démocratie israélienne, mais comme elle est la première d'une longue série, alors il vaut mieux arrêter les choses quand il en est encore temps. Denis, ça pose aussi une question, effectivement, une question d'ordre de fonctionnement de l'État, des institutions. Ce précédent, c'est-à-dire que la Haute Cour invalide une loi fondamentale, est-ce que ça crée juridiquement un précédent? Très rapidement. Oui, très rapidement. Oui, de 1995 à 2023, la Cour suprême a annulé 23 Ça veut dire lois, que c'est quelque chose qui se fera couramment maintenant? Alors, ce que cela veut dire surtout, c'est que il est nécessaire, mais une fois la guerre terminée, de rediscuter dans un consensus général. Et il me semble que ce qui va se passer, c'est que on va décider qu'une loi fondamentale ne sera pas votée comme une loi ordinaire avec 61 députés sur 120, mais avec 70 voire 80, pour que ces lois fondamentales soient vraiment le fruit d'une coopération entre le gouvernement et l'opposition, quel que soit le gouvernement, quelle que soit l'opposition. À mon avis, c'est là-dessus qu'on va s'engager.
pour qu'on ne transforme pas n'importe quelle loi controversée en loi fondamentale. Merci beaucoup, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Merci pour cet échange. Toujours passionnant cet entretien à retrouver bien sûr en podcast aussi sur notre chaîne YouTube Radio J. Merci beaucoup, Denis. On se retrouve, je l'espère, très bientôt.